Claudia Cardinal s'est éteinte à l'âge de 87 ans, laissant derrière elle un vide immense dans le monde du cinéma international. Sa disparition n'est pas seulement celle d'une actrice de légende, mais celle d'un symbole, celui d'un cinéma sensuel, exigeant et profondément humain. Pour beaucoup, elle incarnait à elle seule l'âme d'une époque, une époque où le charme n'avait pas besoin d'artifice, où la lumière naturelle suffisait à révéler la force d'un regard, la vérité d'un visage. Avec elle, c'est tout un pan du 7e art qui s'efface dans un murmure. Dès l'annonce de son décès, les réseaux sociaux, les médias et les hommages officiels se sont multipliés. Des images d'elle, jeune, en robe noire ou blanche, cigarette à la main ou regard au loin, ont ressurgi comme autant de témoignages d'une époque révolue. Pourtant, Claudia Cardinal n'était pas qu'un visage ou une silhouette. Elle était une voix, une présence, une tension dramatique constante. Ce n'est pas un hasard si les plus grands réalisateurs italiens ont voulu la diriger. Visconti, Fellini, Leone, tous ont vu en elle bien plus qu'une beauté méditerranéenne. Ils ont reconnu une actrice capable de faire passer l'indicible, de faire vibrer le silence. Née le 15 avril 1938 à Tunis, dans une famille italienne installée dans la colonie française, elle grandit dans un univers métissé entre trois cultures, l'italienne par le sang, la française par l'école et les institutions, et l'arabe par l'environnement. Cette enfance particulière, riche mais aussi marquée par des tensions sociales et identitaires, forge en elle une personnalité complexe, indépendante, parfois farouche. Contrairement à d'autres stars du cinéma italien de l'époque, Claudia n'a pas baigné dans le monde du spectacle. Elle ne rêvait pas d'être actrice. Ce sont les circonstances qui l'y ont poussée. À 19 ans, elle participe, presque contrainte, à un concours de beauté à Tunis. Elle le remporte haut la main. Le prix ? Un voyage à Venise pour assister à la Mostra. C'est là, au détour d'un événement mondain, que sa vie bascule. Des producteurs italiens la remarquent, séduits par son charisme brut et sa beauté atypique. Claudia ne correspond à aucun canon. Elle n'a ni les courbes flamboyantes de Sophia Loren, ni la candeur blonde de Sandra Dee. Elle dégage autre chose, un mystère, une intensité, un feu froid. Mais elle hésite. Elle refuse d'abord plusieurs propositions. Elle veut continuer ses études, devenir enseignante. La célébrité ne l'attire pas. Pourtant, elle cède presque à contre-cœur. Son premier rôle important dans Goa, 1958, aux côtés d'Omar Sharif, lui ouvre les portes de Cinecittà. Très vite, elle impose ses règles. Elle refuse qu'on double sa voix, malgré son accent étrange, mélange de français, d'italien et d'arabe. Elle tient à sa singularité. Elle veut être elle-même, quitte à prendre des risques. Cette exigence séduit. Elle tourne film sur film, enchaînant les rôles de jeunes femmes passionnées, parfois victimes, souvent rebelles. Mais elle ne se laisse jamais enfermer. Dans La fille à la valise de Valerio Zurlini, elle bouleverse. Dans Rocco et ses frères de Visconti, elle crève l'écran. Son jeu est instinctif, viscéral. Elle ne joue pas, elle vit, et le public le sent. Sa rencontre avec Luchino Visconti pour Le Guépard, 1963, marque un tournant. Le rôle d'Angelica qu'elle interprète face à Burt Lancaster et Alain Delon la propulse au sommet. Le film remporte la Palme d'Or à Cannes et devient un classique instantané. Claudia, sublime dans ses robes d'époque, y impose une féminité royale, fière, indomptable. Elle devient l'égérie d'un cinéma d'auteur à l'italienne, à la fois lyrique et politique. La même année, elle tourne 8,5 avec Federico Fellini. Ce film complexe, introspectif, surréaliste est l'occasion pour elle d'explorer un registre plus énigmatique. Elle y incarne la muse du personnage principal, interprété par Marcello Mastroianni. Là encore, sans avoir besoin de longs dialogues, elle fascine. Un simple regard suffit. Claudia Cardinal devient une énigme, un paradoxe, à la fois star planétaire et femme insaisissable. Dans les années qui suivent, elle diversifie ses choix. Elle passe du cinéma italien au cinéma français, puis américain. Mais toujours, elle reste fidèle à une certaine idée de l'élégance. Jamais vulgaire, jamais soumise, elle choisit ses rôles, souvent avec audace. Elle refuse les facilités, les stéréotypes. Elle incarne des femmes fortes, sensuelles mais jamais réduites à leur apparence. C'est peut-être cela, son plus grand legs, avoir prouvé qu'on peut être belle, célèbre, admirée sans jamais renoncer à sa liberté. Aujourd'hui, alors que le rideau se ferme sur sa vie, c'est cette liberté que l'on pleure. Cette grâce unique, cette force muette. Claudia Cardinal n'était pas qu'une actrice, elle était une vision. Et cette vision désormais appartient à l'éternité. Dans les années 1960 et 1070, Claudia Cardinal est partout. À Rome, elle enflamme les plateaux de Cinecittà. À Paris, elle séduit la nouvelle vague. À Hollywood, elle intrigue autant qu'elle fascine. Pourtant, malgré son immense notoriété, elle reste profondément ancrée en Europe.
Contrairement à certaines de ses consoeurs qui rêvaient de gloire américaine, elle ne cède jamais vraiment à l'appel du star system hollywoodien. Elle préfère tourner avec les maîtres du cinéma européen, conservant une liberté artistique rare pour une actrice de son statut. Claudia Cardinal appartient à cette génération de comédiens qui ont construit des carrières internationales sans renier leurs origines. Italienne dans l'âme, elle maîtrise parfaitement le français et l'anglais, ce qui lui permet de s'illustrer dans plusieurs langues. Elle devient ainsi une actrice transfrontalière, choisie aussi bien par les cinéastes italiens, français qu'américains. Mais à chaque fois, elle conserve cette distance élégante, cette réserve qui la distingue. Elle refuse les exubérances, fuit les excès de la célébrité, reste fidèle à sa discrétion. Sa percée à Hollywood est pourtant marquante. En 1963, elle donne la réplique à David Niven dans La Panthère rose de Blake Edwards, un film qui deviendra culte. Hollywood l'embrasse, mais Claudia, elle, reste lucide. « On voulait faire de moi une autre Marilyn, mais je ne suis pas faite pour être enfermée dans une boîte », dira-t-elle plus tard. Elle refuse les rôles stéréotypés, les contrats à rallonge et préfère revenir sur le vieux continent. Elle se méfie de cette industrie qui transforme les femmes en produits, en images figées. Ses choix sont audacieux. Elle tourne avec Henry Hathaway dans Circus World aux côtés de John Wayne et Rita Hayworth. Puis avec Richard Brooks dans The Professional, où elle campe une Mexicaine rebelle. Elle accepte parfois des productions plus commerciales, mais revient toujours à l'essentiel. Le jeu, l'histoire, la profondeur des personnages. Pour elle, un rôle doit avoir du sens, dire quelque chose du monde ou de l'âme humaine. C'est en Italie surtout que Claudia brille de tout son éclat. Elle enchaîne les collaborations prestigieuses. Avec Sergio Leone, elle devient la sublime Jill McBain dans Il était une fois dans l'Ouest, 1968, film mythique du western spaghetti. Son apparition dans la gare au ralenti reste gravée dans les mémoires. Elle n'est pas qu'un décor féminin dans un univers masculin. Elle est le cœur battant du récit. C'est autour d'elle que tout gravite. Léone dira plus tard qu'elle était le regard féminin sur la violence des hommes. En France, elle conquiert également le public. Elle tourne avec Henri Verneuil, Philippe de Broca, Claude Lelouch. Elle fréquente Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Brigitte Bardot, sans jamais entrer dans les rivalités artificielles que la presse tente de construire. Elle est respectée, admirée, parfois même crainte. Car Claudia Cardinal n'a jamais été docile. Elle impose sa vision, négocie ses cachets, contrôle son image, mais cette réussite professionnelle cache des blessures profondes. Dans les coulisses, la vie de Claudia est marquée par un traumatisme majeur. Violée à l'âge de 17 ans à Tunis, elle tombe enceinte d'un fils, Patrick. Dans l'Italie puritaine des années 1950, une telle nouvelle aurait pu détruire sa carrière naissante. Elle décide donc, sur les conseils de ses proches, de faire passer l'enfant pour son frère. Une décision qui la hantera longtemps. Ce secret, gardé pendant plus de 20 ans, témoigne de la violence symbolique que subissaient les femmes, même les plus célèbres. Elle n'en parle publiquement qu'à l'âge de 50 ans, dans un geste libérateur. Et ce jour-là, elle devient bien plus qu'une actrice. Elle devient un symbole. Une femme debout, qui refuse la honte, qui transforme la douleur en force. « Je n'ai pas voulu que ma vie personnelle détruise mes rêves professionnels », expliquera-t-elle. Un combat silencieux mais puissant. Sa vie sentimentale suit un chemin singulier. Elle vit une relation complexe avec Franco Cristaldi, son producteur, qui l'aide à bâtir sa carrière mais exerce un certain contrôle sur elle. Puis, elle retrouve une forme de liberté aux côtés du réalisateur Pasquale Schittieri, avec qui elle reste plus de 40 ans jusqu'à sa mort en 2017. Ce couple discret, loin des feux de la rampe, illustre parfaitement la manière dont Claudia a toujours voulu protéger son intimité. Jamais mariée, souvent insaisissable, elle déjoue les pièges du romantisme médiatique. On ne lui connaît pas de frasques, pas de divorce retentissant, pas de scandale fabriqué. Elle traverse le monde du cinéma avec une grâce presque aristocratique, comme si elle appartenait à une autre époque, comme si elle savait déjà que la célébrité n'est qu'un mirage si elle n'est pas accompagnée de dignité. À mesure que les années passent, Claudia Cardinal se fait plus rare sur les grands écrans, mais elle ne disparaît jamais vraiment. Elle glisse doucement vers un rôle qui, à bien des égards, correspond encore davantage à sa vraie nature, celui de militante, d'ambassadrice, de femme de parole et de combat. Si son aura demeure liée au glamour du cinéma italien et à la grâce des années 1960, elle choisit désormais d'utiliser sa notoriété pour porter des causes, bien loin du strass et des projecteurs. Dans les années 1990, Claudia accepte de devenir ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour la défense des droits des femmes, des enfants et des minorités. Ce rôle n'est pas symbolique, elle s'y investit pleinement, multiplie les déplacements, participe à des conférences internationales, rencontre des associations de terrain. Mon parcours m'a appris que le silence est souvent une cage. Il faut en sortir. Il faut parler pour soi et pour les autres, déclara-t-elle lors d'une intervention à l'ONU en 1997.
Ce virage militant ne surprend pas ceux qui la connaissent intimement. Claudia Cardinal a toujours été farouchement indépendante. Dans une industrie du cinéma encore largement dominée par les hommes, elle a su affirmer ses choix, protéger sa liberté, refuser les compromis. Dès les années 1960, elle impose de gérer elle-même ses contrats, fait inscrire des clauses dans ses films pour éviter les scènes qu'elle juge dégradantes. Un féminisme instinctif avant l'heure. Elle ne l'a jamais théorisé, mais elle l'a incarné. Cette lucidité s'accompagne d'une mémoire vive. Claudia n'a jamais oublié ses propres blessures, l'agression subie à 17 ans, le silence imposé, le regard des autres, la double vie qu'elle a dû mener pour protéger son fils. Ces cicatrices deviennent le moteur d'un engagement profond. Elle se bat notamment pour le droit des femmes à disposer de leur corps, soutient des campagnes contre les mariages forcés, la traite des êtres humains et les violences conjugales. À Tunis, sa ville natale, elle revient à plusieurs reprises, non pas en star nostalgique, mais comme marraine de projets culturels et éducatifs. Elle finance des bibliothèques, soutient des ateliers de cinéma pour les jeunes, encourage les filles à poursuivre leurs études. Elle ne renie pas ses origines, au contraire. Elle y puise une force. C'est en Méditerranée que j'ai appris à résister, à aimer, à me battre, confiait-elle dans un documentaire en 2013. Parallèlement à son action humanitaire, Claudia continue de tourner, à un rythme plus espacé, mais avec toujours autant de justesse. Dans Un été à la goulette de Ferid Bouguedir, 1996, elle accepte de jouer une mère italienne dans une Tunisie multiculturelle. Le film, subtil et lumineux, fait écho à sa propre enfance et célèbre le vivre ensemble. Elle apparaît également dans Effroyable jardin de Jean Becker, 2003, un drame sobre et poignant sur la mémoire de la guerre. Ses choix sont cohérents. Elle ne cherche plus la lumière à tout prix. Elle veut transmettre, incarner des rôles porteurs de sens, humanistes. À la télévision, elle accepte quelques projets bien choisis, notamment dans des téléfilms franco-italiens où elle retrouve parfois d'anciens partenaires de jeu. Mais elle refuse de sombrer dans l'autoparodie. Pas question pour elle de devenir la caricature de la diva vieillissante. Claudia Cardinal reste fidèle à elle-même, élégante, sincère, profondément humaine. En 2000, elle publie son autobiographie. Moi, Claudia, toi, Claudia. Le livre est un choc. On y découvre une femme plus vulnérable qu'on ne l'imaginait, mais aussi plus forte que jamais. Elle y raconte ses débuts, ses erreurs, ses amours, ses douleurs. Elle y évoque la solitude, le vieillissement, mais aussi la beauté des silences choisis. Le public est bouleversé par sa franchise, la critique salue un texte à la fois pudique et vibrant. Claudia ne cherche pas à faire pleurer ni à régler des comptes. Elle raconte, simplement, comme pour dire qu'au-delà des robes de couturier, des tapis rouges et des flashs, il y avait une femme, une vraie. Une femme qui a aimé, qui a souffert, qui a lutté. Une femme qui n'a jamais renoncé à ses convictions, même quand le monde autour d'elle semblait vouloir la réduire à un archétype. Dans les années 2010, elle devient pour les nouvelles générations une figure quasi mystique. Les actrices comme Marion Cotillard, Monica Bellucci ou Léa Seydoux la citent comme une inspiration. Sur les réseaux sociaux, ses photos ressurgissent, détournées, sublimées. Elle devient une muse intemporelle, l'incarnation d'une féminité qui refuse les cases, ni potiche, ni rebelle de façade. Claudia Cardinal, c'est l'équilibre rare entre puissance et douceur, entre silence et intensité. Lorsque la nouvelle tombe, un matin d'août 2025, l'onde de choc est immédiate. Claudia Cardinal est morte. Elle s'est éteinte paisiblement chez elle, à Rome, dans le quartier du Trastevere, là où elle vivait depuis de nombreuses années, à l'abri des regards. Selon les premières informations communiquées par sa fille adoptive, Claudia Schittieri, l'actrice avait été fragilisée ces derniers mois par une succession de problèmes de santé liés à son grand âge. Mais, fidèle à sa nature, elle avait refusé d'inquiéter. Elle ne voulait pas faire de bruit, confiera plus tard sa famille. Comme si même sa disparition devait être un acte de discrétion. Pourtant, très vite, les hommages affluent de toutes parts. De Rome à Paris, de Tunis à Hollywood, le monde du cinéma pleure l'une de ses dernières légendes vivantes. Les institutions, les acteurs, les réalisateurs, mais aussi les anonymes, se pressent sur les réseaux sociaux pour saluer cette femme à la beauté bouleversante, à la voix de velours et à l'âme fière. Ce sont les mots utilisés par le président italien Sergio Mattarella dans son communiqué officiel. Claudia Cardinal, ambassadrice de notre culture et conscience de notre art, s'en va. Mais elle laisse derrière elle un héritage immense, une lumière qui ne s'éteindra pas. Ses proches organisent rapidement une cérémonie intime. Pas de grande messe médiatique, pas de cercueil exposé dans un théâtre romain. Claudia avait laissé des instructions précises. Pas d'ostentation, pas de couronne massive, pas de caméra. Juste quelques morceaux de musique classique, une messe discrète, des amis choisis et la promesse que ses cendres seraient dispersées dans un lieu qu'elle avait toujours gardé secret. Un ultime geste de liberté. Dans les jours qui suivent, la Cinémathèque française annonce une rétrospective exceptionnelle,
L'Institut du monde arabe, à Paris, lui consacre une exposition sur ses racines tunisiennes et sa double culture. À Tunis, une projection en plein air de Le Guépard réunit des centaines de personnes dans la Médina, émues aux larmes. Partout, on redécouvre l'ampleur de sa filmographie, la richesse de son parcours, la force tranquille de son héritage. La télévision italienne bouleverse ses programmes pour diffuser une sélection de ses plus grands films. À Cannes, le festival annonce que la Palme d'honneur lui sera symboliquement décernée à titre posthume. Et à Los Angeles, même les studios américains, parfois oublieux des figures européennes, saluent la mémoire de celles qui avaient refusé les stéréotypes et ouvert une voie pour les actrices non conformistes. Mais au-delà de ces hommages institutionnels, c'est le public qui semble le plus affecté. Beaucoup avouent avoir grandi avec ses films, avoir rêvé avec son regard, s'être retrouvés dans ces personnages de femmes libres, blessées mais dignes. Des centaines de lettres sont envoyées à sa fondation. Des bougies sont déposées devant son ancienne résidence parisienne. Des citations de ses films sont partagées par milliers. Une phrase revient souvent, « Il y a dans le silence de Claudia Cardinal plus de vérité que dans tous les discours ». Ce silence, justement, est ce qui a toujours défini l'actrice. Elle n'a jamais cherché les scandales, jamais fait de révélations inutiles. Même ses blessures, elle les a évoquées avec pudeur. Elle a traversé l'histoire du cinéma avec l'élégance d'une panthère et la réserve d'une femme qui connaît le prix de la paix intérieure. Ces derniers mois, selon ses proches, ont été empreints de douceur et de lucidité. Elle lisait beaucoup, écoutait de la musique classique, regardait parfois ses anciens films, non pas avec nostalgie, mais avec une forme d'humilité. Claudia n'a jamais cru à l'éternité des projecteurs. Elle disait souvent que « la gloire est un vent chaud qui peut devenir glacial ». Ce détachement face à la célébrité, cette conscience que tout passe, sauf l'art, est probablement ce qui l'a rendue si différente. Elle n'a pas tenté de rajeunir à tout prix, n'a pas cédé aux appels du « retour ». Elle est restée digne jusqu'au bout, refusant les interviews opportunistes, les photos volées, les rôles sans âme. Elle a préféré le silence à la compromission. Dans une lettre qu'elle avait écrite en 2018 à un jeune réalisateur tunisien, retrouvé après sa mort, elle disait « On ne fait pas du cinéma pour être aimé. On fait du cinéma pour dire quelque chose au monde. Si c'est juste pour être joli sur un écran, cela ne dure pas. Ce qui reste, c'est ce que vous avez donné de vous-même, vos doutes, vos douleurs, vos vérités. Ces mots résonnent aujourd'hui comme une profession de foi, une leçon d'art et d'humanité. » Son dernier rôle à l'écran remonte à 2022 dans un film franco-italien resté confidentiel. Elle y jouait une grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer confrontée à son passé. Un rôle crépusculaire mais d'une justesse déchirante. Le réalisateur dira plus tard que sur le tournage, elle était comme une flamme fragile, mais encore capable d'éclairer toute une pièce. Une métaphore parfaite pour une femme qui, même dans la fragilité, restait lumineuse. Alors que le monde du cinéma continue de lui rendre hommage, une question persiste. Que reste-t-il aujourd'hui de Claudia Cardinal, au-delà des flashs, des pellicules, des tapis rouges désormais fanés? Il reste bien sûr les films. Magnifiques, indémodables. Des chefs-d'œuvre intemporels comme Le Guépard, Il était une fois dans l'Ouest ou encore La fille à la valise. Des rôles puissants, humains, profonds, qui traversent les décennies sans prendre une ride. Mais surtout, il reste une philosophie de vie, un modèle de liberté, une posture face au monde. Claudia Cardinal n'a jamais été une actrice comme les autres. Elle n'a pas joué pour plaire, mais pour dire. Elle n'a pas brillé pour éblouir, mais pour éclairer. Tout au long de sa carrière, elle a refusé les concessions faciles, les rôles creux, les images imposées. Elle s'est battue pour rester elle-même, dans un système qui voulait souvent la modeler selon ses propres désirs. Ce choix courageux a fait d'elle bien plus qu'une star, une figure de résistance, une artiste totale. Son rapport à la célébrité a toujours été singulier. Dans un monde où beaucoup courent après l'exposition médiatique, Claudia a fait le choix inverse. Elle a entretenu le mystère. Elle a laissé ses personnages parler pour elle. « La lumière m'a toujours fait peur », disait-elle dans une interview rare. Pas celle des projecteurs, mais celle qui vous dissèque, vous envahit, vous dérobe à vous-même. C'est cette pudeur, cette modestie qui la rendait fascinante. Elle avait compris que l'icône la plus forte est celle qui ne s'explique pas. Aujourd'hui, alors que les générations les plus jeunes la redécouvrent à travers les plateformes, les documentaires ou les festivals, une vérité émerge. Claudia Cardinal n'était pas seulement une femme de son époque. Elle est aussi une femme de toutes les époques. Elle incarne une modernité rare, une forme d'émancipation intime, faite de décisions assumées, de refus silencieux, de fidélité à ses valeurs. Dans une époque où tout s'affiche, elle rappelait qu'on peut être admiré sans se livrer, respecté sans s'exposer. Les féministes la citent aujourd'hui comme une pionnière, bien qu'elle-même ait toujours refusé les étiquettes. « Je suis une femme, c'est déjà un combat », lançait-elle avec une ironie douce. Elle n'a jamais revendiqué de mouvement, mais son parcours parle pour elle.
Mère célibataire, survivante d'un viol, actrice indépendante dans une industrie patriarcale, femme libre dans ses amours comme dans ses engagements. Elle a ouvert des brèches, parfois sans le savoir, dans lesquelles d'autres femmes ont pu s'engouffrer. Sa voix, grave et légèrement voilée, résonne encore dans les esprits. Elle portait une densité rare, comme si chaque mot avait été soupesé, pesé par l'expérience. Même dans ses dernières interviews, elle n'avait rien perdu de sa clarté. « Je n'ai pas de regrets », affirmait-elle. « J'ai vécu comme je le voulais, pas comme on attendait que je vive. Ce testament oral vaut toutes les autobiographies. Il est la preuve d'une existence pleine, dense, enracinée dans la réalité, mais ouverte aux rêves. » Sur le plan artistique, Claudia Cardinal laisse une empreinte considérable. Des réalisateurs continuent de s'inspirer d'elle. Des actrices étudient de ses silences, ses mouvements, son regard. Des écrivains, des photographes, des créateurs de mode même citent de son nom, son image, sa démarche. Elle appartient à cette catégorie rarissime de personnalités qui transcendent leur domaine initial pour devenir des icônes culturelles. Comme Marilyn Monroe, Jeanne Moreau ou Romy Schneider, elle n'est plus seulement une actrice. Elle est un langage. Mais au-delà de l'art, c'est la femme que l'on retient. Une femme ancrée, enracinée, complexe, entière, une femme qui a aimé la Méditerranée, ses parfums, ses douleurs, ses couleurs. Une femme qui a refusé les facilités et choisi la complexité. Une femme qui, jusqu'au bout, a gardé son humour, sa lucidité, sa tendresse. Elle avait cette capacité rare à parler peu, mais juste, à ne pas se raconter, mais à se livrer dans ses choix, dans ses absences, dans ses silences. Dans une époque où la postérité semble toujours plus fugace, Claudia Cardinal rappelle que la vraie trace ne se mesure pas en followers mais en héritage. Ce qu'elle nous laisse, ce n'est pas une image figée. C'est une posture, une manière d'être au monde, une invitation à la dignité, à l'indépendance, à la profondeur. Et si l'on devait résumer son parcours en une seule phrase, ce serait peut-être celle-ci, qu'elle aurait pu murmurer un jour de tournage « Je ne suis pas une étoile filante, je suis une étoile fixe. Je brille doucement, mais longtemps. »